Monsieur Nazy, bonsoir. Bonsoir. On sait bien que cette rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un n'est pas été confirmée, mais de toute façon, on voit la réaction des États-Unis qui ont exigé que cette rencontre n'ait pas eu lieu. Que nous apprend cette tentative des États-Unis d'influencer la politique d'autres États? Oui, on voit bien qu'on est dans une relation de logique de puissance. Les États-Unis, comme à leurs habitudes, tentent d'imposer un certain nombre de pressions sur Pyongyang, la Corée du Nord, pour éviter, et non seulement que la Corée du Nord soit dotée de puissantes d'armes nucléaires, mais en même temps évite toute coopération entre la Corée du Nord et la Russie. Mais on sait très bien que ces pressions ne datent pas d'aujourd'hui, et ces pressions n'empêchent pas non plus une évolution des relations entre les deux États. Parce qu'il faut le rappeler que Pyongyang a, depuis le début du conflit en Ukraine, c'est qu'il y a une autre évolution dans leurs relations. Une évolution qui est, et comment on le comprend, parce que la Chine et la Russie avaient un temps accepté de s'associer à la communauté internationale pour faire pression par des sanctions sur Pyongyang afin que le régime stoppe son programme de développement d'un arsenal nucléaire. Mais depuis le conflit russo-ukrainien, il y a une évolution dans les relations entre la communauté internationale et la Corée du Nord, puisque les États-Unis, l'Europe, la Corée du Sud, le Japon font tout pour essayer d'empêcher Pyongyang d'avoir non seulement une évolution dans ses efforts d'avoir un arsenal nucléaire puissant, mais en même temps d'empêcher tout rapprochement et toute forme d'aide et toute coopération militaire que pourrait développer une relation entre la Russie et la Corée du Nord. Mais il faut le rappeler que depuis quelque temps, depuis le 15 août d'ailleurs, le dirigeant nord-coréen et le président Vladimir Poutine ont échangé des lettres dans lesquelles ils ont promis de développer des liens bilatéraux. Et c'est ce que Kim Jong-un a appelé une relation stratégique de longue durée. Donc les deux États, depuis d'ailleurs la commémoration du 60e anniversaire de la libération de la Corée, et ces deux États se sont entendus pour donner une autre évolution à leurs relations de coopération militaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la diplomatie, puisque du côté des États-Unis d'Amérique, c'est pas d'aujourd'hui qu'on exprime leurs inquiétudes, mais ces inquiétudes sont de plus en plus légitimes aujourd'hui, parce que les États-Unis, la Russie, soient dotés d'éléments stratégiques en termes d'armement pour essayer de répondre à toute offensive russe. Et de l'autre côté, les Russes, tentent aussi, on est complètement dans la diplomatie, tentent aussi de ne pas révéler leurs vraies intentions, puisque même s'ils vont rencontrer le président coréen, puisqu'on sait très bien que cette rencontre va avoir lieu. Donc, oui. Dans ce que vous venez de dire, il y a une question qui s'impose. Washington fournit des armes à l'Ukraine, mais en même temps refuse que d'autres pays, en l'occurrence la Corée du Nord, fournissent des armes à la Russie. Comment vous expliquez ce paradoxe dans la position américaine? Ah oui, c'est tout le caractère disproportionné de cette guerre, puisque de côté, on voit bien que ce qu'on appelle cette communauté internationale, mais qui se résume par une coalition occidentale composée des États-Unis d'Amérique, des pays de l'Union européenne, font bloc pour essayer de faire en sorte d'aider l'Ukraine. Et de l'autre côté, en même temps, ils exercent de fortes pressions sur les autres qui, en toute autonomie, elles pourraient, de leur côté, apporter leur soutien à la Russie. On voit bien comment cette pression s'est étendue non seulement à un certain nombre de pays du Sud, mais des pays de l'Amérique latine, mais également des pays d'Afrique, où ces pays sont sommés de confirmer leur position. Alors, on voit bien même à travers l'Afrique du Sud, d'autres pays du BRICS,
ils ne veulent pas exprimer une position alignée. Ils veulent garder leur autonomie, leur indépendance par rapport à ce conflit. Donc on est tout au moins dans une logique complètement disproportionnée, c'est-à-dire une logique complètement inégalitaire, où d'un côté, l'Ukraine tente d'avoir les armes les plus importantes pour faire face à la Russie, et de l'autre, on exerce de larges pressions sur un certain nombre de pays et pour les empêcher d'apporter tout soutien à la Russie. Monsieur Nazy, bonsoir. On sait bien que cette rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un n'est pas été confirmée, mais de toute façon, on voit la réaction des États-Unis qui ont exigé que cette rencontre n'ait pas eu lieu. Que nous apprend cette tentative des États-Unis d'influencer la politique d'autres États? Oui, on voit bien qu'on est dans une relation de logique de puissance. Les États-Unis, comme à leurs habitudes, tentent d'imposer un certain nombre de pressions sur Pyongyang, la Corée du Nord, pour éviter, et non seulement que la Corée du Nord soit dotée de puissantes d'armes nucléaires, mais en même temps évite toute coopération entre la Corée du Nord et la Russie. Mais on sait très bien que ces pressions ne datent pas d'aujourd'hui, et ces pressions n'empêchent pas non plus une évolution des relations entre les deux États. Parce qu'il faut le rappeler que Pyongyang a, depuis le début du conflit en Ukraine, c'est qu'il y a une autre évolution dans leurs relations. Une évolution qui est, et comment on le comprend, parce que la Chine et la Russie avaient un temps accepté de s'associer à la communauté internationale pour faire pression par des sanctions sur Pyongyang afin que le régime stoppe son programme de développement d'un arsenal nucléaire. Mais depuis le conflit russo-ukrainien, il y a une évolution dans les relations entre la communauté internationale et la Corée du Nord, puisque les États-Unis, l'Europe, la Corée du Sud, le Japon font tout pour essayer d'empêcher Pyongyang d'avoir non seulement une évolution dans ses efforts d'avoir un arsenal nucléaire puissant, mais en même temps d'empêcher tout rapprochement et toute forme d'aide et toute coopération militaire que pourrait développer une relation entre la Russie et la Corée du Nord. Mais il faut le rappeler que depuis quelque temps, depuis le 15 août d'ailleurs, le dirigeant nord-coréen et le président Vladimir Poutine ont échangé des lettres dans lesquelles ils ont promis de développer des liens bilatéraux. Et c'est ce que Kim Jong-un a appelé une relation stratégique de longue durée. Donc les deux États, depuis d'ailleurs la commémoration du 60e anniversaire de la libération de la Corée, et ces deux États se sont entendus pour donner une autre évolution à leurs relations de coopération militaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la diplomatie, puisque du côté des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on exprime leurs inquiétudes, mais ces inquiétudes sont de plus en plus légitimes aujourd'hui, parce que les États-Unis, la Russie, soient dotés d'éléments stratégiques en termes d'armement pour essayer de répondre à toute offensive russe. Et de l'autre côté, les Russes, tentent aussi, on est complètement dans la diplomatie, tentent aussi de ne pas révéler leurs vraies intentions, puisque même s'ils vont rencontrer le président coréen, puisqu'on sait très bien que cette rencontre va avoir lieu. Donc, oui. Dans ce que vous venez de dire, il y a une question qui s'impose. Washington fournit des armes à l'Ukraine, mais en même temps refuse que d'autres pays, en l'occurrence la Corée du Nord, fournissent des armes à la Russie. Comment vous expliquez ce paradoxe dans la position américaine? Ah oui, c'est tout le caractère disproportionné de cette guerre, puisque de côté, on voit bien que ce qu'on appelle cette communauté internationale, mais qui se résume par une coalition occidentale composée des États-Unis d'Amérique, des pays de l'Union européenne, font bloc pour essayer
et de faire en sorte d'aider l'Ukraine. Et de l'autre côté, en même temps, ils exercent de fortes pressions sur les autres qui, en toute autonomie, pourraient de leur côté apporter leur soutien à la Russie. On voit bien comment cette pression s'est étendue non seulement à un certain nombre de pays du Sud, mais des pays de l'Amérique latine, mais également des pays d'Afrique, où ces pays sont sommés et de confirmer leur position. Alors, on voit bien même à travers l'Afrique du Sud, d'autres pays du BRICS, ils ne veulent pas exprimer une position alignée. Ils veulent garder leur autonomie, leur indépendance par rapport à ce conflit. Donc on est tout au moins dans une logique complètement disproportionnée, c'est-à-dire une logique complètement inégalitaire, où d'un côté, l'Ukraine tente d'avoir les armes les plus importantes pour faire face à la Russie, et de l'autre, on exerce de larges pressions sur un certain nombre de pays et pour les empêcher d'apporter tout soutien à la Russie. Monsieur Nazy, bonsoir. On sait bien que cette rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un n'est pas été confirmée, mais de toute façon, on voit la réaction des États-Unis qui ont exigé que cette rencontre n'ait pas eu lieu. Que nous apprend cette tentative des États-Unis d'influencer la politique d'autres États? Oui, on voit bien qu'on est dans une relation de logique de puissance. Les États-Unis, comme à leurs habitudes, tentent d'imposer un certain nombre de pressions sur Pyongyang, la Corée du Nord, pour éviter, et non seulement que la Corée du Nord soit dotée de puissantes d'armes nucléaires, mais en même temps évite toute coopération entre la Corée du Nord et la Russie. Mais on sait très bien que ces pressions ne datent pas d'aujourd'hui, et ces pressions n'empêchent pas non plus une évolution des relations entre les deux États. Parce qu'il faut le rappeler que Pyongyang a, depuis le début du conflit en Ukraine, c'est qu'il y a une autre évolution dans leurs relations. Une évolution qui est, et comment on le comprend, parce que la Chine et la Russie avaient un temps accepté de s'associer à la communauté internationale pour faire pression par des sanctions sur Pyongyang afin que le régime stoppe son programme de développement d'un arsenal nucléaire. Mais depuis le conflit russo-ukrainien, il y a une évolution dans les relations entre la communauté internationale et la Corée du Nord, puisque les États-Unis, l'Europe, la Corée du Sud, le Japon font tout pour essayer d'empêcher Pyongyang d'avoir non seulement une évolution dans ses efforts d'avoir un arsenal nucléaire puissant, mais en même temps d'empêcher tout rapprochement et toute forme d'aide et toute coopération militaire que pourrait développer une relation entre la Russie et la Corée du Nord. Mais il faut le rappeler que depuis quelque temps, depuis le 15 août d'ailleurs, le dirigeant nord-coréen et le président Vladimir Poutine ont échangé des lettres dans lesquelles ils ont promis de développer des liens bilatéraux. Et c'est ce que Kim Jong-un a appelé une relation stratégique de longue durée. Donc les deux États, depuis d'ailleurs la commémoration du 60e anniversaire de la libération de la Corée, et ces deux États se sont entendus pour donner une autre évolution à leurs relations de coopération militaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la diplomatie, puisque du côté des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on exprime leurs inquiétudes, mais ces inquiétudes sont de plus en plus légitimes aujourd'hui, parce que les États-Unis, la Russie, soient dotés d'éléments stratégiques en termes d'armement pour essayer de répondre à toute offensive russe. Et de l'autre côté, les Russes, tentent aussi, on est complètement dans la diplomatie, tentent aussi de ne pas révéler leurs vraies intentions, puisque même s'ils vont rencontrer le président coréen, puisqu'on sait très bien que cette rencontre va avoir lieu.
Donc, Oui. dans ce que vous venez de dire, il y a une question qui s'impose. Washington fournit des armes à l'Ukraine, mais en même temps refuse que d'autres pays, en l'occurrence la Corée du Nord, fournissent des armes à la Russie. Comment vous expliquez ce paradoxe dans la position américaine? Ah oui, c'est tout le caractère disproportionné de cette guerre, puisque de côté, on voit bien que ce qu'on appelle cette communauté internationale, mais qui se résume par une coalition occidentale composée des États-Unis d'Amérique, des pays de l'Union européenne, font bloc pour essayer de faire en sorte d'aider l'Ukraine. Et de l'autre côté, en même temps, ils exercent de fortes pressions sur les autres qui, en toute autonomie, pourraient, de leur côté, apporter leur soutien à la Russie. On voit bien comment cette pression s'est étendue non seulement à un certain nombre de pays du Sud, mais des pays de l'Amérique latine, mais également des pays d'Afrique, où ces pays sont sommés de confirmer leur position. Alors, on voit bien même à travers l'Afrique du Sud, d'autres pays du BRICS, ils ne veulent pas exprimer une position alignée. Ils veulent garder leur autonomie, leur indépendance par rapport à ce conflit. Donc on est tout au moins dans une logique complètement disproportionnée, c'est-à-dire une logique complètement inégalitaire, où d'un côté, l'Ukraine tente d'avoir les armes les plus importantes pour faire face à la Russie, et de l'autre, on exerce de larges pressions sur un certain nombre de pays et pour les empêcher d'apporter tout soutien à la Russie. Monsieur Nazy, bonsoir. Bonsoir. On sait bien que cette rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un n'est pas été confirmée, mais de toute façon, on voit la réaction des États-Unis qui ont exigé que cette rencontre n'ait pas eu lieu. Que nous apprend cette tentative des États-Unis d'influencer la politique d'autres États? Oui, on voit bien qu'on est dans une relation de logique de puissance. Les États-Unis, comme à leurs habitudes, tentent d'imposer un certain nombre de pressions sur Pyongyang, la Corée du Nord, pour éviter, et non seulement que la Corée du Nord soit dotée de puissantes d'armes nucléaires, mais en même temps évite toute coopération entre la Corée du Nord et la Russie. Mais on sait très bien que ces pressions ne datent pas d'aujourd'hui, et ces pressions n'empêchent pas non plus une évolution des relations entre les deux États, parce qu'il faut le rappeler que Pyongyang a, depuis le début du conflit en Ukraine, c'est qu'il y a une autre évolution dans leurs relations, une évolution qui est, et comment on le comprend, parce que la Chine et la Russie avaient un temps accepté de s'associer à la communauté internationale pour faire pression par des sanctions sur Pyongyang afin que le régime stoppe son programme de développement d'un arsenal nucléaire. Mais depuis le conflit russo-ukrainien, il y a une évolution dans les relations entre la communauté internationale et la Corée du Nord, puisque les États-Unis, l'Europe, la Corée du Sud, le Japon font tout pour essayer d'empêcher Pyongyang d'avoir non seulement une évolution dans ses efforts d'avoir un arsenal nucléaire puissant, mais en même temps d'empêcher tout rapprochement et toute forme d'aide et toute coopération militaire que pourrait développer une relation entre la Russie et la Corée du Nord. Mais il faut le rappeler que depuis quelque temps, depuis le 15 août d'ailleurs, le dirigeant nord-coréen et le président Vladimir Poutine ont échangé des lettres dans lesquelles ils ont promis de développer des liens bilatéraux. Et c'est ce que Kim Jong-un a appelé une relation stratégique de longue durée. Donc les deux États, depuis d'ailleurs la commémoration du 60e anniversaire de la libération de la Corée, et ces deux États se sont entendus pour donner une autre évolution à leurs relations de coopération militaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la diplomatie, puisque du côté des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on exprime leurs inquiétudes, mais ces inquiétudes sont de plus en plus légitimes aujourd'hui, parce que
États-Unis, la Russie, soient dotés d'éléments stratégiques en termes d'armement pour essayer de répondre à toute offensive russe. Et de